d'hébergement par un promoteur. Ce qui va arriver aussi, c'est que dans 2 ou 3 ans, quand ils vont devenir résidents permanents, ils vont pouvoir avoir un prêt de la SCHL, construire leur propre maison, et ainsi de suite. C'est comme tout le monde. Là, quand on commence, quand on est jeune, on va en loyer. À un moment donné, quand on a un travail stable, puis un emploi stable, là, on peut aller voir la banque et dire, donne-moi un prêt hypothécaire. Ils ne sont pas capables d'en avoir parce que le ministère donne des permis de travail de 24 mois. Il n'y a pas une institution financière qui va dire je te prête 150 000 pour 2 ans. Pour 50 ans. Là, c'est pas la même chose. Oui. Question de transport, vous allez voyager ou on a eu l'expérience? Les Philippins, quand ils vont arriver ici, la plupart, ils ont un permis de conduire international. Donc, quand ils vont arriver ici, ils ont le droit de conduire avec leur permis. Donc, soit qu'ils peuvent se louer une voiture ou quelque chose comme ça en attendant. Puis éventuellement, dans les premiers mois, là, on va leur faire passer leur permis de conduire québécois. Puis quand ils vont avoir leur permis de conduire québécois, bien, ils peuvent s'acheter une voiture à ce moment-là. Puis ça, c'est des Terre, ça a pris 3 ou 4 mois. Avec la première voiture, ils sont toutes cotisés. Ils ont acheté une voiture à la gang, puis là, il y en a un autre. Puis, fait que... Là, Saint-Thomas, tu sais, vous achetez comment? Saint-Thomas, il y a, à Girardville, il y en a 5 ou 6 qui ont des voitures. Puis Girardville, puis à Saint-Thomas, ils sont 4 ou 5 là, sur 7. Ça fait pas si longtemps. Ça fait pas longtemps, je vais arriver au mois de juin, juillet. Ouais. Puis comment ça se passe, là, l'intégration à Saint-Thomas et à Girardville? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. Écoute, ils ont le haut et le bas. Là. Quand je dis la lune de miel, après 3 mois, ils commencent à vivre, mais de façon bien transparente au niveau du travail, ça va super bien. Les préparations qu'on a faites aussi, autant à eux qu'à nous, nous ont permis vraiment une bonne intégration. Les employés, pas de différence dans l'usine. Si tu rentres, c'est des travailleurs de Girardville. Dans la municipalité, Sylvie et Vincent Becker, qui est le maire à Girardville, considère que ça va très très bien. Moi, je ne suis pas tout le temps, là, mais ils s'intègrent très bien, sont bénévoles pour le lac à Jim, ils ont été bénévoles cet été pour ils s'intègrent, eux aussi font ce qu'il faut. On leur donne des ateliers sur la culture québécoise, on leur en redonne quand ils arrivent. Puis là, ben, il y a une coupe de roches dans le chemin, ils conduisent un peu comme au Maroc. Là. Fait que là, il a fallu faire venir la police communautaire pour leur dire, ben là, un petit peu, ici, il faut qu'il y aille un petit peu moins vite. Mais ça, c'est de l'apprentissage qu'on gère au fur et à mesure des journées. De façon très générale, ça va très bien. Très, très content. Au lieu de faire des interventions, des liaisons avec ces comités-là. Ben oui, c'est déjà parti, nous autres. On fait un appel à chaque semaine avec Saint-Thomas-Girardville. Et nous autres, à Noël, Puis, ben oui, puis là, on a dit à notre appel de ce matin qu'il y a un partage des bonnes pratiques avec Saint-Prime, parce que Saint-Prime va en accueillir aussi, puis la Dorico. On a justement parlé ce matin avec les gens de Saint-Thomas-Girardville. c'est là ensemble, de se parler ensemble. Les municipalités, ils se croisent déjà. Justin et Sylvie, là, ils se Mais parlent, ça fait longtemps. en règle générale, là, vous n'avez pas à être inquiète. Dans chaque municipalité, il y a toujours des gens qui ont plein d'idées, puis c'est pas long. Vous êtes accueillants de manière naturelle. Là. Je veux dire, on n'a pas à vous apprendre à accueillir. Vous pourriez écrire une bible sur l'accueil. Les gens sont très accueillants dans les régions. Naturellement, on a ça dans nos gènes d'accueillir ces gens-là. Puis ça peut varier. Il n'y a pas de méthode qui fit à tous les villages. Chaque municipalité est unique. Chacun, vous avez vos forces, vos faiblesses, vos avantages, vos inconvénients. L'idée, c'est de prendre ce que vous avez de positif, les choses de fun dans votre communauté, de trouver des excuses pour organiser les activités. C'est aussi simple que ça. Mais ce ne sera pas long tantôt, vous allez voir des gens de Girardville ici. On vient se virer en voiture, rencontrer le collègue du Maroc, puis c'est comme ça. On a des gens à Sainte-Terre qui viennent des Philippines, puis Chantier Chibougamau en ont des Philippins. Ben là, ils se font des parties à Sainte-Terre, dans la maison à Sainte-Terre, ils se font des soirées, puis là, ça joue du vidéo, puis du karaoké, puis 15-20, puis bon, du départé, là, ils aiment la chanson, c'est bien le cas, là. Fait que là, ils se réunissent, fait que là, c'est les gens de Chantier Chibougamau, puis Résolu, là, sont linkés ensemble, soit d'un côté ou de l'autre, ils se voyagent. Fait tu sais, mettez-vous une gang de Québécois sur une plage dans le sud, là. Je sais qu'on va se retrouver, on va peut-être les 10. On est 10, on va peut-être les 10 ensemble, c'est un peu la même affaire, mais l'objectif, c'est correct qu'on les intègre, puis là, on a tenté de trouver des familles au départ, parce que pour optimiser l'intégration, l'idéal, ça aurait été qu'ils vivent dans les familles. Parce que tu viens en fin de semaine, tu m'en vas, là, ben, bon, on comprend qu'on n'a pas réussi à faire. On va les loger tous au même endroit, mais notre objectif, c'est d'éclater ça le plus vite possible. Comme du parrainage, ça existe des fois, quand ils vivent chez vous, du parrain,
Ouais, ça peut être des activités de paradage, ça pourrait se faire, c'est-à-dire, OK. ouais, apprivoiser, il ne faut pas apprivoiser, mais adopter, Ben, ouais, c'est adopter ça. un Philippin ou un Marocain, puis dire à lui, ben, je vais y faire vivre des Mais expériences. quand je vais à telle place, je vais de l'autre Ça, là, ça tente de venir. C'est un intérêt porte ouverte. Oui, eux autres, Oui, exact. Ils viennent de démarrer ça. Ah. Le système de parrainage. Donc, les gens des communautés qui ont un intérêt, tu donnes ton nom en porte ouverte, puis ils vont te jubiler avec un travailleur, un nouvel arrivant. Si tu as plein d'arbres avec des feuilles dans ta cour, tu te dis, ben, je vais les intégrer à ramasser des feuilles, tu en mets 5 pour ramasser des feuilles. Pierre-Yves reste avec nous. J'en profite pour vous présenter Madi. Madi va faire plus le volet des travailleurs marocains. Donc, il y a quelques différences, mais il faut bien comprendre que c'est voulu de la part de Résolu d'avoir de la diversité dans la diversité. Donc, Pierre-Yves disait pas créer des ghettos. On n'aurait pas voulu 40 Philippins, même si c'est des très bons travailleurs, on est très satisfaits, on n'en veut pas 40. Donc, on en a 10, on va avoir 25, 26 Marocains. Si on a besoin d'autres travailleurs à la Dorée, ça va être des gens d'une autre nationalité. L'île Maurice, on va mixer pour éviter que, sans être méchant, on a appris des Serres Toundra, on est partenaire avec eux. Les Serres Toundra, il y a beaucoup de belles réussites, et une chance qu'on a des travailleurs internationaux, mais ils n'ont que des Guatémaltèques qui ne s'intègrent pas dans la communauté parce qu'ils sont les 160 ensemble, puis ils s'en vont tout le temps les 160 ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas trop en avoir pour qu'il y ait l'obligation de s'ouvrir. C'est ça. Fait que Madi, je te passe la parole. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir en si grand nombre. Donc, c'est vraiment une grosse responsabilité sur mes épaules parce que je vais parler de deux choses. D'un pays que j'aime très fort, qui est le Maroc, et de l'autre chose, de ma religion, qui est très très bien médiatisée ces jours-ci. Donc, et l'objectif, c'est pas de faire du marketing du Maroc ou bien de la religion ou bien quoi que ce soit, mais de vous dire les choses vraies. Qu'est-ce que c'est que le Maroc? Qu'est-ce que c'est que les musulmans? Sans vraiment blanchir quoi que ce soit, mais je vais vous dire la vérité. D'ici quelques semaines, vous allez commencer à se balader dans la rue, là, et vous allez commencer à voir des gens qui ne sont pas vraiment de la région, mais en grand nombre. 26 Marocains avec 10 des gens qui vont venir de la Philippine, ça fait quand même un sacré bon nombre qui vont commencer à être dans les dépanneurs, dans les stations, dans tout ça, dans les centres, etc. C'est très normal que, premier coup, là, ça fait bizarre. Mais c'est qui ces gens-là? Comment qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ici, etc. Pierre-Yves, il a présenté pas mal leurs ambitions, parce que ce sont des gens qui sont ici avec des grandes ambitions, des grandes responsabilités. Ils vont sacrifier leur présence avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs parents, etc. Ils vont rester un sacré bout de temps, au moins 1 an pour la majorité d'entre eux, sans voir leur famille, etc. Donc, pour ça, c'est pas que pour profiter de l'hiver, ou bien de faire une trip, ou bien de découvrir c'est quoi le Canada, non. C'est pratiquement un grand projet de vie pour ces gens-là qui sont venus ici. Donc, au Maroc, c'est vrai que c'est rendu un grand pays avec une meilleure économie, etc. Mais ça reste quand même limité en termes d'options. Surtout pour les gens qui veulent travailler, qui veulent améliorer leur qualité de vie, etc. Il y en a du monde qui vont venir pour le travail, qui vont venir pour l'éducation de leurs enfants. Je connais du monde qui vont venir ici pour des meilleures conditions de santé, pour trouver des soins, pour trouver des médicaments adaptés à quelques maladies un peu rares. Ils ont trouvé ça au Canada. Donc, c'est vraiment pour des conditions très importantes qu'ils vont faire ce grand pas qu'est l'immigration. Autre chose, c'est que si une entreprise canadienne aujourd'hui, elle publie une offre d'emploi, que ce soit au Maroc ou bien dans mon pays, en Tunisie,
c'est des milliers de CV, des milliers de gens qui vont postuler pour espérer avoir ce poste. Donc, il y a beaucoup de monde qui veulent immigrer. Mais ce n'est pas les premiers gens qui ont arrivé dans les entretiens d'embauche qui ont été embauchés, qui ont été recrutés pour venir dans votre région. Ce sont des gens à la base qui ont suivi un processus de recrutement très rigoureux et qui ont été sélectionnés non seulement pour leurs habiletés techniques, mais aussi pour leur potentiel social à vraiment bien épouser la région et trouver un climat social, un climat, disons, surtout social, adapté en quelque sorte à ce qu'ils vivaient et adapté à leur projet aussi de vie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Maroc. Est-ce que vous avez une idée sur ce pays? C'est dans quel continent au moins? Afrique. En Afrique, oui, c'est une bonne réponse. Hein? L'Afrique du Nord, oui. C'est ça. Donc c'est ça. Donc ce qui est en rouge, ça c'est le Maroc. C'est au nord de l'Afrique. C'est le pays le plus proche de l'Europe. C'est le pays africain le plus proche de l'Europe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges qui passent par le Maroc. Là, Tanger, par exemple, là, c'est très très proche de l'Espagne. Si vous passez là, vous allez voir que les navires, toute la chaîne logistique, c'est vraiment beaucoup de bateaux qui sont en train de faire des allers-retours entre l'Europe et l'Afrique à travers le Maroc. Le Maroc, ça a été colonisé par les Français. Donc, dès leur jeune âge, les enfants, ils commencent à apprendre le français. Donc, le français, pour les Marocains, c'est pratiquement leur quotidien. Il y a beaucoup de monde qui parle même entre eux en français, pas en marocain. Mais en français, pas en québécois. Et c'est ce qui crée la différence. Parce que lorsqu'ils vont venir ici, si on va commencer à jaser québécois, ils ne vont pas comprendre grand-chose. Donc, il faut aller... Surtout, je parle de dépanneurs, je parle de... les gens qui vont leur donner des services, etc., qui vont le côtoyer quotidiennement, qu'il faut vraiment aller doucement. Mais après ça, ils vont commencer à apprendre les expressions. Bon, les expressions, ça va arriver, mais toute l'histoire des sacres, etc., je pense qu'ils l'ont déjà appris, ça. Autre chose, c'est que pratiquement comme les Philippins, les Marocains, vous allez voir, sont des gens vraiment très accueillants, très souriants. Si vous les demandez en aide, s'ils peuvent arriver à vous aider à faire quelque chose, à participer à quelques activités communautaires, etc., ça va leur faire plaisir et ils vont se porter volontaires pour ça. Donc, le Maroc, c'est aussi un pays qui a vraiment c'est vraiment très développé. Rabat, par exemple, le capital, c'est on dirait un capital dans un pays européen, tellement c'est propre, tellement c'est bien fait, tellement il y a beaucoup de commodités, les transports publics, la propreté, tout ça, c'est vraiment quelque chose de très développé. C'est un pays de 36 millions d'habitants, pratiquement le même nombre que le Canada, mais en superficie moins grande. Ils ont un roi, mais ils ont aussi un gouvernement. Le roi, c'est Mohamed VI. Leur religion, c'est l'islam, et on va parler de ça. Leur devise, c'est Dieu, patrie, roi. Ça veut dire que c'est très simple au Maroc. Fais ce que tu veux, sauf montre du respect pour ces trois choses. Dieu, patrie et notre roi. Mais sinon, tu peux faire tout ce que tu veux dans ce pays. Le Maroc aussi, ça sera votre concurrent à la Coupe du Monde du soccer. C'est quoi le soccer? C'est le sport populaire numéro 1 dans le monde, mais pas au Canada. Vous aimez autre chose. Et c'est normal, surtout pour les conditions climatiques, etc. Mais ça commence à se développer. Il y a le taux d'inscription au soccer, c'est le taux le plus élevé par rapport à tous les autres sports.
Ça évolue énormément, ça. Donc, la Coupe du Monde, ça sera entre le mois de novembre et décembre. Et je pense, et les Marocains, ce sont des gens qui aiment vraiment le soccer. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous diviser lors du match Maroc-Canada, mais ça sera vraiment une très très belle occasion pour créer une sorte d'intégration sociale. Donc, j'imagine par exemple cette salle, avec des Canadiens, avec des Marocains, peu importe celui qui va gagner, mais l'essentiel, c'est qu'on s'est partagé ensemble un joli match de soccer. Prépare ta salle, Justin. Le soir du match Maroc-Canada, tu vas quelque chose ici, ça. Oui, et ça va faire quelque chose. Ça va faire quelque chose. Donc, on était sur le Saint-Patrick. je dirais que les gens qui ont été recrutés, ils ont vraiment passé par plusieurs phases pour venir jusqu'ici. Et on n'a pas vraiment allé chercher n'importe quel candidat. On a essayé de chercher des candidats qui vivent dans des conditions, disons, similaires de la Dorée. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas de grandes villes du Maroc. Ce n'est pas Rabat, ce n'est pas Casablanca. Ils viennent de cette ville-là. La majorité d'entre eux, ça s'appelle Tinrir. Ça, c'est un grand oasis au Maroc. Il y a genre 86 000 habitants. 86 000 habitants, c'est vraiment une petite région. Parce qu'au Maroc, on ne peut pas aller à des régions où il y a 600 000, 1 000 habitants, parce que ça sera très coûteux pour le gouvernement pour les faire rapprocher l'électricité, l'eau potable, etc. Donc, tout le temps, le gouvernement il essaie de rassembler les gens dans des petites communautés. 86 000 habitants, ça c'est une très très petite communauté au Maroc. C'est l'endroit le plus haut au Maroc en termes d'altitude. Tu dois monter 4265 pieds, quelque chose comme ça, pour arriver à Tinri. Donc ce petit point rouge là, ça c'est la région. Ce n'est pas les régions qui sont au bord de l'océan ou bien au bord de la mer Méditerranéenne. Ça, ce sont des régions internes du Maroc. On appelle ça des régions oubliées. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas d'infrastructures similaires aux grandes villes, etc. Ça, il y a de la civilité, mais pas tant que ça. Donc, je vais vous donner une petite vidéo par rapport à la région. Ça ressemble à ça. Ça, c'est la vue panoramique de la région. Vous voyez que les maisons sont très proches l'une de l'autre. C'est ça. Si vous voulez jamais y aller, vous
voulez, vous devez emprunter une route qui ressemble à ça. Ce sont des gens, les gens qui vont venir, sont des gens très conservateurs. Ça veut dire quoi très conservateurs? Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de respect pour les gens âgés, beaucoup de respect pour leur famille, pour leurs parents. Le petit frère, il respecte beaucoup son grand frère. Ça a toujours été comme ça. Très honnêtes, ce sont des gens qui ont beaucoup de franchise, qui ne sont pas des menteurs. Ils vont te dire toujours la vérité. Enracinés, ils aiment beaucoup, beaucoup leur région. Beaucoup de stabilité. Ce ne sont pas des gens qui vont se balader d'un coin à l'autre. Ils aiment vraiment rester stables dans le même endroit si jamais ça passe bien. Et ils ont beaucoup d'adaptabilité. L'adaptabilité, ça vient que cette région-là, bien qu'ils sont des musulmans, mais ils vivent en cohabitation avec une autre communauté juive dans la même région. Donc, ils n'ont pas de problème par rapport à ça, par rapport à vivre avec des religions différentes. Quelques petits conseils. Il ne faut pas les dire que ce sont des Arabes. Ils n'aiment pas ça. Parce que l'arabe, c'est par rapport à la langue. Leur langue natale, leur langue natale, c'est l'amazigh. Ce n'est pas l'arabe. Et ils ont beaucoup de fierté par rapport à cette langue-là. Ils l'ont défendue très fort, jusqu'au point où elle est devenue la deuxième langue officielle au Maroc. Donc, à tel point, c'est très important pour eux. Ils ne sont pas aussi des berbères, parce que ça a une connotation un peu violente. Juste si vous les courroisez, jeune homme, ça peut passer. Si vous ne connaissez jamais leur nom, c'est encore mieux. Mais arabe, le marocain, tout ça, c'est pas vraiment très bien vu. Au contraire des Philippins, ce sont des gens très introvertis. Ce sont des gens calmes, très réservés. Ils ne font pas vraiment le premier pas. Sauf pour le foot. Sauf pour le soccer, ils sont plus extravertis. Pour le soccer, ils vont commencer à démontrer leurs compétences. Est très ouvert, bien sûr, comme je venais de le dire. Ils vivent vraiment en coexistence, en cohabitation avec la communauté juive. Ces gens-là, pendant la préparation de leur dossier pour venir ici, on les a enseignés sur la culture ici, au Québec, et la culture professionnelle qu'ils doivent montrer, qu'ils doivent respecter aux usines de paille à faire. Donc, je vais vous donner quelque chose de social. On ne va pas vraiment parler des choses professionnelles. Par exemple, l'égalité homme-femme. L'islam, peut-être pour vous, la première image aujourd'hui, c'est l'Iran, l'Afghanistan, quelque chose comme ça. On va voir des femmes qui portent le noir. Peut-être même pas, on ne peut pas voir leurs yeux. Ça n'a rien à voir avec le Maroc. Le Maroc, depuis les années 60, même avant le Canada, même avant le Québec, la femme, elle peut voter. Au Maroc, la femme, elle a sa place dans la vie politique. Ils ont des femmes d'affaires très très connues, très très puissantes aussi, des ministres femmes. Nous, par exemple, en Tunisie, le Premier ministre, c'est une femme. Donc, parler de la place de femmes au Maroc ou bien en Tunisie, c'est vraiment pas le sujet d'actualité. Ça a été fait depuis des trentaines d'années. Vous pouvez croiser des femmes voilées, par exemple les conjointes des travailleurs qui vont venir, mais s'ils étaient voilés, parce que c'est leur décision, personne ne les a imposé ça. Il y en a des femmes qui vont le porter, qui vont l'enlever, qui vont le reporter encore une fois. C'est une histoire de conviction entre elles et entre Dieu, c'est tout. Mais jamais on impose ça à nos femmes. Donc, on n'aura jamais de problème avec ces gens-là par rapport à leur vision de la femme, par rapport à comment ils vont se comporter en présence d'une femme, etc.
Ça, c'est... On parle plus de ça dans mon pays. Dans mon pays, par exemple, on parle de l'égalité homme-femme par rapport à l'homme. Quand est-ce qu'il va devenir égal à la femme? Parce que ça commence à aller un peu plus loin. Le sujet le plus chaud, c'est le sujet de la religion. As-tu vécu ça dans ta vie personnelle? Dans ma vie personnelle, oui. Il faut parfois accepter. D'en rire aussi. D'en rire, d'en passer, mais je l'ai vécu avec des amis, par exemple, dans des histoires de divorce. Au divorce, par exemple, en Tunisie, le juge, son objectif principal, c'est d'arracher le maximum possible d'avantages pour la femme. Ça, c'est son avantage. La loi, par exemple, elle exige que l'homme paye une pension à son ex, même si elle gagne plus que lui. Ça, c'est une exigence. C'est bien, oui, c'est bien de le dire. C'est pas bien de le vivre. Mais si c'est la femme qui demande plus pour qu'elle sorte de pension. Ça arrive aussi, c'est le contraire. La pratique religieuse. Donc, ces gens-là, ils ne vont pas côtoyer, bien sûr, l'Église, mais l'équivalent de l'Église à l'islam, c'est le mosquée, qui n'existe pas. Donc, il n'y aura pas, par exemple, de la prière du vendredi. La prière du vendredi, ça, c'est la grande prière des musulmans. Puisqu'il n'y a pas de mosquée, ils ne peuvent pas le faire. On va les inventer, oui. On va les inventer, oui. Maintenant, Mosquée de Doré. Oui, ta paix avant là. peut-être on peut louer une salle ou quelque chose comme ça. Mais ils peuvent s'organiser entre eux. La religion. Ce qui est vraiment très important à le dire, c'est que l'islam, il a été pendant, peut-être juste après les attentats du 21 décembre, du 11 septembre jusqu'ici, ça a été lié à une connotation violente. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que l'islam et la violence est quelque chose de contradictoire. C'est que là où il y a violence, il n'y a pas religion, il n'y a pas l'islam. Juste pour vous dire, les attentats du 11 septembre, c'est que en islam, si un pays te donne un visa pour entrer dans son territoire, la religion, elle t'oblige à ne commettre aucun acte de violence dans ce pays qui t'a donné la confiance d'y entrer. Donc déjà, commettre des attentats de cette ampleur-là, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, vous n'allez pas voir des gens qui vont se balader avec des, je sais pas, ah? Des kalachnikovs. Non, non, pas du tout, pas de kalachnikov. Pas de gens violents. Même de la violence verbale, ça n'a rien à voir avec notre religion. Parce que l'islam, si on veut traduire ce mot-là, c'est la paix. Et vous allez voir que ces gens-là, lorsque vous allez les côtoyer, moi, je suis sûr que la première idée qui va venir dans vos têtes, c'est mais c'est vrai, on était vraiment très mal renseignés par rapport à la religion. Est-ce que ce sont des musulmans? Oui, ce sont des musulmans. Mais il ne faut pas, dans notre religion, commettre de la violence. Ça, c'est une chose. Notre religion, c'est un peu spécial dans tout ce que nous pouvons manger. Surtout pour la viande et pour l'alcool. Zéro alcool. Et lorsque je dis zéro, ce n'est pas 0,5. C'est 0,0. C'est ça. Et maintenant, ça existe beaucoup de bières. Même du gin, zéro alcool. Parce que il y a une sorte de clientèle qui est en train de se développer, qui ne veut pas consommer de l'alcool. Et on est en train de créer du 0,0 pour elle. Donc, pas d'alcool. Mais ce n'est pas tous les musulmans qui sont 100% pratiquants. Donc, vous pouvez voir des gens qui restent encore musulmans,
mais quand même, ils boivent un coup. Mais ils sont en train de commettre un grand péché. Ça, il faut le dire. Pour tout ce qui est viande, le poisson, c'est OK. Les autres choses, le poulet, les vaches, les moutons, etc., il doit être abattu d'une façon particulière pour que les musulmans peuvent le manger. Donc, aujourd'hui, dans les rayons de certaines grandes surfaces, vous allez voir des étiquettes vertes. Ça s'appelle la viande halal. Ça veut dire qu'elle peut être mangée par les musulmans. Donc, si on peut présenter, si on peut fournir ça ici, ça serait bien. Sinon, généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans les grandes villes, emmagasiner, pour pouvoir la manger. Sinon, il y en a du monde qui achète des moutons et qui vont les préparer selon la façon islamique. C'est ça. Mais si je ferme la parenthèse de la religion, je ne suis pas encore une fois en train de faire du marketing ou bien de la commercialisation de quoi que ce soit, mais avec eux, avec la majorité des musulmans, oubliez toutes ces histoires de violence qui sont en train d'être reportées par les médias. J'ai parlé de l'alcool, zéro. Eux autres au Maroc, ils ont une particularité partout dans le monde musulman, c'est que tout ce qui se rapporte à la marijuana, c'est quelque chose que tout le monde peut la consommer. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Comme c'est le cas au Canada. Certains autres pays, comme par exemple mon pays, c'est illégal de consommer de la marijuana, du pot, de l'herbe. Tu consommes ça, tu passes automatiquement derrière le soleil. On t'oublie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 an de prison ferme. Tu ne peux pas faire appel. Et il y en a beaucoup de jeunes qui ont perdu leur avenir. Ils n'ont même pas consommé, ils étaient des consommateurs secondaires exactement. Et on les a pris avec de la police. Ils ont analysé leur sang. Il y avait des substances. 1 an de prison ferme. On est en train de revoir cette loi qui a vraiment beaucoup brisé beaucoup de vies jeunes. Donc pour eux, pourquoi je dis ça? Parce que ça ne va pas être quelque chose de bizarre pour eux. C'est quelque chose de très normal. Et il n'y aura pas du monde qui va commencer à consommer d'une façon excessive ou bien mal gérée. Avec PFR, on les a même formés sur leur comportement social par rapport au tri, etc. Et on les a insistés à parler français. Donc, vous allez les voir. Peut-être qu'ils ne sont pas vraiment en 100% de maîtrise de la langue française, mais ils vont vous comprendre très bien si vous commencez à les parler d'une façon, disons, française, doucement. Ils vont le comprendre et ils vont faire beaucoup d'efforts pour s'adapter à l'accent québécois. Ce que nous pouvons faire par rapport à ça, c'est de les encourager. C'est d'essayer de les comprendre et non pas inciter à utiliser nos expressions ou bien parler vite. Donc, ça va les intégrer plus rapidement, surtout par rapport à la langue, parce que la langue, c'est vraiment une fenêtre très importante pour l'intégration. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Vous allez voir, ce sont des jeunes très chaleureux, très accueillants, qui ont vraiment beaucoup de volonté pour devenir des gens responsables, devenir des gens qui aident, devenir des gens qui sont bien intégrés dans votre belle communauté. Ça a été un bon succès à Saint-Thomas, ça a été aussi un bon succès à Jarabé. Je suis vraiment sûr que ça va l'être aussi à l'Adoré. C'est d'ici quelques semaines, c'est pratiquement demain. Vous allez les voir, vous allez les côtoyer, et vous allez voir qu'on a fait une très belle mission de recrutement pour l'Adoré. C'est pas pour PFR. Je
termine avec ce qu'il a dit Janine. C'est le double de leur temps, ça va être dans la communauté et non pas dans l'usine. C'est ça. Si vous avez des questions, si jamais il y a quelque chose sur laquelle on a passé sans beaucoup de détails, etc., je suis là pour vous. Sinon, ça me fait vraiment très très plaisir de vous voir si nombreux cette soirée-là. Il n'y a pas de quoi, plaisir. Toi, tu es originaire du Nord. Moi, je suis originaire de la Tunisie. Juste à côté. Juste à côté. Donc, comme disait Pierre-Yves et Madi, demain, on rencontre les gens des municipalités. On va regarder avec eux pour créer un petit comité de travail, un petit comité de suivi. Vous avez des recommandations à faire. Vous connaissez tous quelqu'un qui travaille à l'usine, probablement. Mais n'hésitez pas à faire passer le message. Faites partie intégrante de la stratégie globale qu'on veut mettre en place pour accueillir ces nouvelles personnes-là. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Oui, monsieur. Un commentaire. D'abord, bravo pour l'initiative. D'avoir amené les travailleurs, mais aussi d'avoir mis cette structure-là en place. Moi, j'ai assisté il y a 6-7 ans à une présentation. J'avais hâte de voir ça ici aussi. C'est la compagnie de poulet dans le coin de la bourse avec ça. Olimel. Isabelle Leblot. De toute façon, ils ont fait appel à des travailleurs étrangers qui ont exactement la même structure, ils ont formé des comités locaux, puis ils ont réussi à intégrer, écoutez, le petit village, pas loin de Saint-Anselme, ils ont amené 150 travailleurs, c'était l'avenir de l'usine qui est en jeu, j'avais un gros contrat de Costco, puis ils perdaient, c'était des travailleurs de l'usine de poulet. Puis je faisais la promotion de ça, je disais, intégrer des gens, ça prend des comités locaux, des comités d'accueil. Ils sont sortis à la même phrase que les métiers, ils sont 8 heures à l'usine, 5 heures à la maison. Les autres, ça a marché, ils m'ont dit. Isabelle, je la connais très bien en passant. Ils sont rendus à 3000 travailleurs étrangers au Québec. 3000. Je laisse mon chapeau, désolé de montrer cette même voie-là, puis c'est sûr que ça va être un succès, la manière dont vous voulez procéder, puis autant qu'on peut, je pense, conseiller municipal, Lucien, Lisa, Mme Chapdelaine, il en manque d'autres sur la chasse. Merci de votre support, merci de votre présence.